Heureux de vous retrouver dans notre 7e séance au langage R pour niveau débutant. La séance passée, je vous rappelle que nous avons appris à installer un package qui s'appelle ggplot2. On a utilisé ce package pour réaliser un graphe à barre. Le package qui a été installé s'appelle ggplot2. C'est un package très populaire qu'on utilise pour réaliser des graphes qui sont très élégants. Avant d'avancer, je rappelle que nous avons utilisé une fonction install package. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, ils peuvent voir la séance passée. La séance passée, je vous ai montré que en utilisant la fonction install.package avec S, je vous ai dit qu'on peut installer un package. À l'intérieur de cette fonction, nous allons donner le nom du package, ggplot2, pour les gens qui ne l'ont pas fait. Une fois que vous exécutez le code, vous allez pouvoir installer ggplot2. Au lieu d'utiliser cette fonction aussi, on peut manuellement l'installer. La deuxième méthode, j'ai montré qu'on peut manuellement installer ça à partir de, au niveau du 4e cadran, vous allez voir quelque part package. Vous allez voir ici install en bas. Si vous cliquez install, vous allez donner le nom du package ggplot2. Et là, quand je clique sur install, le paquet sera installé. Pour les gens qui n'ont pas installé, ils peuvent regarder la séance passée. J'ai montré étape par étape comment l'installer. Une fois que le package est installé, je vous ai dit pour qu'on puisse utiliser le package, il faut importer ce package-là. On a utilisé la fonction librairie, cette fonction-là, et on va donner le nom du package considéré, c'est-à-dire ggplot2. Pour l'importer, on exécute ce code-là. Lorsqu'on l'exécute, tout le package sera importé et on est prêt à utiliser les fonctions et les bases de données qui existent dans ce package. En fait, je vais faire un rappel. Le rappel concernant comment construire un diagramme à barre pour une variable qualitative. Je vous ai dit que on utilise la fonction ggplot dans un premier temps, qui va nous permettre de préciser la base de données qui sera utilisée. Nous allons donner comme argument à l'intérieur de cette fonction data, c'est-à-dire la base de données qui va être utilisée. Je vous ai dit que la base de données MPG est une base de données qui se trouve dans ce paquet ggplot2. Comme j'ai exécuté le premier code, ça veut dire que maintenant je peux utiliser directement cette base de données qui s'appelle MPG. En fait, si j'exécute ce code-là, vous allez voir que, en fait, vous allez voir quelque part, vous allez voir au niveau du 4e cadran, vous allez avoir de l'espace vide. C'est-à-dire que vous êtes prêt à construire votre diagramme à barre. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire de pouvoir en fait créer l'environnement dans lequel le diagramme à barre va figurer. Donc nous avons l'espace vide, nous avons notre base de données. On est prêt maintenant à ajouter le deuxième bloc. Le deuxième bloc s'appelle en fait géométrique bar. En fait, c'est ce deuxième bloc qui va nous permettre de spécifier le type de diagramme qu'on veut construire. Notre diagramme qu'on veut construire s'appelle géométrique bar. En fait, il y a plusieurs types de géométrie. On peut avoir géométrique point. Lorsque nous voulons construire, par exemple, un nuage de points, on va utiliser cette fonction géométrique point. Il y a plusieurs, en fait, types de géométrie. La séance passée, nous avons utilisé géométrique bar pour construire, en fait, le diagramme à barre. Une fois que vous donnez cette fonction, ici plus va nous permettre d'ajouter le bloc. Maintenant, à l'intérieur de géométrie bar, il faut utiliser une fonction qui s'appelle AES. AES, entre parenthèses. À l'intérieur de AES, nous allons spécifier la variable considérée. La variable pour laquelle nous voulons construire le diagramme à barre est une variable qualitative qui s'appelle classe. Dans la base de données MPJ, il y a une variable qui s'appelle classe. Je vais vous montrer ça à partir de la fonction view. La fonction view permet de voir de façon détaillée la base de données. Je mets le nom de la base de données à l'intérieur de la fonction view MPJ pour voir les détails. J'exécute cette fonction. Vous allez voir que c'est une base de données contenant des variables que vous voyez. Je vous ai parlé de cette base de données la séance passée. La variable pour laquelle on a fait le diagramme à barre la séance passée s'appelle classe. C'est une variable qualitative qui tout simplement contient un certain nombre de modalités. Ce sont les types de voitures. En fait, on a plusieurs types de voitures, compactes, SUV, et ainsi de suite. Et nous voulons construire en fait un diagramme à barre pour cette variable qualitative. Je reviens au niveau de mon script. Le nom de la variable a été bien spécifié. Il ne faut pas se tromper. C'est classe. Donc, la variable s'appelle classe. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent voir seulement les noms des variables qui se trouvent dans cette base de données, il faut utiliser la fonction names. Et vous donnez le nom de la base de données, un PG.
Et là, on va en fait vous donner tous les noms des variables qui existent dans cette base de données. Vous voyez bien la classe ici. J'exécute le code. OK. Lorsque j'exécute le code, vous voyez le diagramme à barre a été construit. Je vous ai dit qu'à partir du diagramme à barre, de ce diagramme à barre, on peut ajouter un certain nombre d'arguments. En fait, je peux changer la couleur, par exemple, voilà, je peux entourer ces barres par une couleur. Et pour faire ça, j'utilise l'argument color. Color égale à l'intérieur, bien sûr, de la fonction geometric bar. OK? Vous avez spécifié la variable pour laquelle vous voulez construire le diagramme à barre. Je vais spécifier, je vais mettre virgule, on met virgule, on spécifie la couleur qui va entourer ces barres. Alors, si je donne comme couleur, il faut donner les couleurs en anglais. Si je veux en fait que ces barres soient entourées par une couleur bleue, je peux exécuter les codes. Okay. Maintenant, vous allez voir que les barres ont été entourées par une couleur bleue. Moi, ce que j'ai besoin le plus souvent, c'est de pouvoir en fait remplir les barres à l'aide d'une couleur spécifique. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'utilise un argument qui s'appelle fill. Fill égale. Et de la même manière, c'est un argument qui va permettre de remplir ces barres par une couleur. Et je vais utiliser cette fois-ci une couleur qui s'appelle, je sais en anglais, pink. Si j'exécute le code, vous voyez que en fait, ces barres ont été remplies par cette couleur, sans problème. Je vous ai également montré que je peux donner un titre à ce graphe, n'est-ce pas? Alors là, je vous ai dit que vous êtes obligé d'ajouter un autre bloc. Comment ajouter un bloc? Il faut utiliser le symbole plus qui va me permettre de donner un titre à mon graphe. J'utilise la fonction labs. D'accord? Et je mets entre parenthèses. OK? Pour revenir à la ligne, si vous voyez que vous n'arrivez pas à voir en fait tous les codes, je peux en fait mettre le curseur derrière cette fonction et je clique sur le bouton entrée de mon clavier. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais revenir à la ligne. Il faut savoir que le plus est toujours là. Après avoir fini avec la fonction geometric bar qui commence ici. OK, vous voyez le plus. Geometric bar se termine avec sa parenthèse que vous voyez. Et là, j'ajoute plus et je reviens à la ligne. Je mets labs. Labs, c'est la fonction qui va m'aider à intégrer un titre à mon graphe. Comment donner un titre à mon graphe? J'utilise l'argument title en anglais. Title égale entre griffes, vous donnez le titre à votre graphe. Donc, je donne comme titre graphe à barre, tout simplement, pour simplifier les choses. Graphe à barre pour la variable classe. OK? Et il ne faut pas oublier que on ferme toujours la fonction par une parenthèse. Et d'ailleurs, vous voyez ça. Labs, c'est la fonction. À l'intérieur de cette fonction, j'ai utilisé l'argument title. OK? Il faut exécuter tous les codes. Donc, j'exécute le code. Je souligne tous les codes jusqu'à la fin. Et là, j'appuie Run. Qu'est-ce que vous voyez? Graphe à barre pour la variable classe. Un titre a été ajouté à mon graphe. Deuxième élément, je peux utiliser un autre argument toujours dans la fonction labs. OK? Dans le but d'ajouter un sous-titre. J'utilise donc la virgule pour donner un autre argument. L'argument ici, c'est subtitle égal. Je peux voir ici, j'utilise maintenant entre griffes, je mets le sous-titre. Bon, je vais utiliser juste ici, je vais mettre sous-titre. Donc, vous donnez tout ce que vous voulez. Je reviens à la ligne. Je vais souligner tous les codes, pardon. Je souligne tous les codes. J'exécute. On voit que ce titre a été ajouté. OK? Et d'ailleurs, en fait, si je vais agrandir le script pour vous permettre de voir tout le code, vous pouvez appuyer ici. Vous voyez ce petit carré juste à côté ici. Si vous cliquez sur ça, vous allez en fait zoomer sur le script. Bon, c'est pour vous permettre de voir tout ce que je fais parce que sûrement vous ne voyez pas le code de façon
assez clair. Alors donc, si je fais comme ça, je pense que vous allez voir. OK? OK. Une fois que je fais ça, je peux utiliser un autre argument dans le but de mettre en fait une note de bas du graphe. C'est-à-dire, en bas du graphe, je vais mettre une note. Par exemple, je sais pas, je vais dire le nom de l'auteur. Donc, pour faire ça, vous allez utiliser l'argument caption. Je suis toujours au niveau de la fonction labs. C'est seulement que le code est assez long. Caption égale. J'utilise cet argument. Je continue. Il y a l'égalité qui sort. Il y a toujours la parenthèse qu'il ne faut pas oublier. Il faut la fermer. Au niveau de caption, je vais donner en fait nom de l'auteur. Nom auteur. J'exécute tous les codes. C'est assez long. Vous voyez, vous soulignez tous les codes et vous cliquez sur Run. Le code a été exécuté, mais il faut que nous revenons au niveau des 4 cadrans au départ. Donc, il faut cliquer sur ce petit carré qui est là avec une flèche. C'est très petit, mais vous pouvez le voir ici. Je clique là et je reviens au départ. C'est-à-dire que j'ai mon script, mon graphe à barre est là. Et vous voyez juste en bas, au niveau du graphe, il y a quelque part notre nom auteur. C'est là où vous allez donner par exemple, le nom de l'auteur. Je vous ai montré ça et je vous ai dit que on peut faire mieux. On peut en fait changer le thème, c'est-à-dire l'arrière-plan. On peut changer ça. OK. Pour faire ça, on va ajouter quelque chose. On va ajouter un autre bloc. C'est toujours une question d'ajout de bloc. Donc, j'utilise plus pour ajouter un autre bloc. Pour revenir à la ligne, vous allez cliquer le bouton Entrée de votre clavier. Sinon, vous pouvez continuer à écrire au niveau de cette première ligne, sauf que vous n'allez pas voir le reste des codes qui est ici, c'est-à-dire tout ça. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez continuer à écrire sur la même ligne, mais de préférence de revenir à la ligne. Pour revenir à la ligne, vous allez juste cliquer le bouton Entrée, ou bien vous pouvez le faire manuellement, revenir au niveau de la ligne. Ajouter une autre fonction. OK? Cette fonction s'appelle tout simplement thème. Quand je commence à écrire thème, plusieurs thèmes seront proposés. Vous pouvez utiliser thème classique. Si j'utilise thème classique, vous n'avez pas besoin d'ajouter des arguments. Vous allez juste exécuter le code. Vous allez voir que l'arrière-plan de votre graphe va changer. Je vais exécuter encore. Je souligne le code. Je clique Run. Vous voyez maintenant, l'arrière-plan a changé. Au lieu de thème classique, je peux changer, mettre tout simplement. Je vais encore commencer à écrire thème. Et là, on me propose d'autres. J'ai choisi, par exemple, thème dark, par exemple. Bon. J'exécute encore une fois. Vous voyez, l'arrière-plan est un peu noir. Voilà. Donc ça vous permet de changer l'arrière-plan de votre graphe. Au lieu de présenter ces graphes de cette façon, de façon verticale, je peux aussi présenter ces graphes de façon horizontale. Comment faire ça? On ajoute encore un autre bloc. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle coordonnées flip. En fait, c'est un peu ça, coordonnées flip, si vous voulez. Underscore ou bien sous-tiré flip. Vous voyez ça ici? J'exécute, vous n'avez pas besoin d'ajouter des arguments. J'exécute tous les codes. Je clique sur Run. Maintenant, vous voyez, les barres sont horizontales. Je vais vous montrer maintenant comment résumer en fait les données d'une variable quantitative continue à l'aide de ce qu'on appelle histogramme. Ben, avant de le faire avec la fonction ggplot2, nous allons expliquer d'abord c'est quoi un histogramme. Je vais vous illustrer un exemple. Considérons par exemple le prix d'un produit quelconque. Et le prix varie en fonction de la localité où on achète le produit. Et nous avons collecté un certain nombre d'observations concernant le prix de ce produit-là. Nous allons en fait essayer de faire un histogramme pour résumer les données concernant cette variable. Je vais constituer deux axes. Nous avons l'axe des abscisses où vous avez le prix et un axe des effectifs ici. Et au niveau de diagramme ici, vous avez en fait des barres. Je vous fais un exemple concret. Un histogramme est tout simplement un diagramme qui est représenté par des barres. Je vais vous parler tout de suite, c'est quoi, à quoi consiste chaque barre. En fait, vous avez remarqué ici que les largeurs, dans un premier temps, d'abord, vous avez des intervalles ici. Par exemple, le prix
ici, disons par exemple 1000 euros. Ici, c'est 2000 euros. Donc, un intervalle entre 1000 euros et 2000 euros. Ici, vous avez 3000 euros. Donc, entre 2000 et 3000 euros, vous avez 1000 euros. C'est-à-dire l'intervalle que vous voyez ici, la largeur de chaque barre va être la même. La largeur est identique concernant toutes les barres. Ok? Nous avons ici 3000. Ici, nous avons 4000 euros. Nous avons ici 5000. En fait, la hauteur ici représente tout simplement le nombre de prix qui se trouve dans cette tranche-là. Par exemple, si vous avez ici, si vous regardez cette première barre, par exemple, nous avons une hauteur, supposons ici 50. C'est-à-dire que nous avons 50 prix que nous avons enregistrés qui se trouvent dans cet intervalle. L'intervalle de 1000 euros à 2000 euros. Alors, deuxième barre, ici, par exemple, c'est 2000 euros à 3000 euros. Supposons que ici, nous avons compté combien? Nous avons compté, par exemple, 30. C'est-à-dire que tout simplement, entre l'intervalle 2000 et 3000 euros, nous avons enregistré 30 prix. C'est de cette façon que vous allez lire les barres d'un histogramme. Pour une variable quantitative continue, le prix étant une variable quantitative continue, on peut constituer un histogramme pour le prix. Ça va nous donner en fait une idée. On peut résumer à travers des intervalles. Vous voyez, on peut résumer les données. On peut tirer des informations utiles. Nous remarquons que beaucoup de prix ici se trouvent dans cette tranche entre 1000 euros et 2000 euros. Ça, c'est un exemple très simple que je vous ai pris. On va constituer un histogramme concret pour une variable ici à partir du paquet ggplot2. Je vais effacer tout et nous allons passer directement au niveau du logiciel pour réaliser concrètement à partir d'une base de données concrète. Je vais fermer, supprimer tout et je vais fermer. Nous allons utiliser une base de données qui s'appelle Diamond. D'accord? C'est tout simplement une base de données qui existe par défaut au niveau du logiciel. Alors, si vous n'arrivez pas à voir la base de données Diamond, il suffit d'écrire data. D'accord? Data, vous utilisez la fonction data et vous mettez entre guillemets Diamond. Et là, vous exécutez le code et vous allez importer la base de données. Nous allons utiliser la fonction ggplot pour constituer un histogramme pour la variable prix. Avant de le faire, je vais vous montrer déjà la base de données de façon détaillée. J'utilise la fonction view et je donne le nom de la base de données. Ça s'écrit en minuscule. J'exécute et vous allez voir en fait c'est une base de données contenant plusieurs variables. Vous avez d'abord carat, cat, color, clarity, depth, table, price, ainsi de suite. D'accord? Nous allons constituer un histogramme pour la variable prix. D'accord? Je quitte ici, je reviens au niveau de mon script. En fait, comme tout à l'heure, je vous ai dit pour que vous puissiez réaliser n'importe quel graphe, vous avez besoin d'utiliser d'abord la fonction ggplot. Ça, c'est le point de départ. ggplot, et puis vous utilisez l'argument data pour tout simplement importer la base de données dans laquelle se trouve la variable considérée. Data, je donne le nom de data de la base de données, s'appelle Diamond. Vous allez voir. Une fois que je fais ça, le deuxième bloc, c'est le deuxième bloc qui va m'aider à pouvoir préciser quel type de graphe je vais réaliser. Si vous exécutez ce code dans un premier temps, vous allez voir que si j'exécute ce premier code, vous allez voir que c'est de l'espace vide qui va être créé. C'est pour vous dire tout simplement que l'environnement qui va recevoir le graphe est déjà prêt. Mais il faut que vous spécifiez le graphe que vous voulez réaliser. C'est là où le deuxième bloc va intervenir. Je vais utiliser plus pour ajouter le bloc. Alors, ce bloc, c'est tout simplement le bloc qui va me permettre de spécifier le graphe. Je vais utiliser géométrie histogramme. GEOM, sous-tiré histogramme. Comme vous voyez, dès que vous commencez à écrire, la fonction va apparaître. On va utiliser cette fonction. Je me déplace un peu. À l'intérieur de ces parenthèses, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle AES, comme la séance passée. Alors, à l'intérieur de AES, je vais donner en fait la variable considérée. L'argument nécessaire, c'est juste le nom de la variable pour laquelle vous voulez constituer un histogramme.
j'utilise le nom, je donne le nom concret, c'est price. Faites attention, il ne faut pas se tromper lorsque vous donnez le nom. Alors, vous remarquez que à l'intérieur de AES que j'ai inséré le nom de la variable. Je suis à l'intérieur de l'histogramme, d'accord? Je suis à l'intérieur de la fonction qui va me permettre de réaliser l'histogramme. Et à l'intérieur de cette fonction, j'utilise une autre fonction qui s'appelle AES. Et entre parenthèses, je donne le nom de la variable. Et si vous revenez au niveau de la base de données, si je vais avoir, pour voir si je ne me suis pas trompé au niveau du nom price, il faut tout simplement utiliser la fonction names. À l'intérieur de la fonction names, je donne le nom de la base de données qui s'appelle diamond. J'exécute et vous allez trouver les différentes variables qui se trouvent dans cette base de données. Il y a price, je ne me suis pas trompé, ça commence par une lettre minuscule, donc je peux continuer, je peux exécuter le code tranquillement pour déjà vous montrer l'histogramme. Et l'histogramme ça a été représenté. Vous voyez bien sûr, vous voyez que vous avez les barres ici. Certes, vous ne voyez pas très clairement les barres, sinon les barres doivent être séparées par des couleurs. Je peux le faire sans problème. Je peux utiliser une couleur pour séparer les barres. Là, il faut utiliser un argument. Donc, je me déplace. Je vais être toujours au niveau de géométrique histogramme. D'accord? Là, en fait, je vais ajouter un argument. L'argument doit être ajouté à l'intérieur de cette fonction géométrique histogramme. Donc, il faut que vous sortez d'abord au niveau de la fonction AES. Derrière la fonction AES, vous allez mettre virgule pour ajouter un nouveau argument. Le nouveau argument, ça va être tout simplement color, la couleur qui va entourer les barres pour que l'on puisse distinguer les différentes barres qui ont été ajoutées. J'utilise une couleur quelconque, mais il faut que la couleur soit en anglais et que vous mettez ça entre griffes. Donc, je suis toujours en train de donner. Je suis dans la fonction géométrique histogramme. Je donne le nom de la couleur. Je vais utiliser la couleur bleu. Couleur bleue. Pour voir que je suis à la fin. Il ne faut pas oublier qu'il y a une parenthèse. Cette parenthèse, ça permet de fermer la fonction géométrique histogramme. J'exécute. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous voyez, les barres sont séparées par en fait une couleur bleue. La deuxième chose que je peux faire, je peux donner une couleur de remplissage. Je peux remplir ces barres par une couleur spécifique. Je vais utiliser une couleur, par exemple, couleur jaune. Il faut ajouter une virgule pour ajouter un autre argument. L'argument ici, c'est fill. Fill égale. C'est pour en fait remplir les barres par une couleur spécifique. Cette couleur va être tout simplement couleur jaune. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Une fois que je fais ça, j'exécute le code encore. Je souligne tous les codes. Il faut savoir que le code commence au départ. Vous pouvez déplacer cette barre pour voir le début et vous allez voir la fin. C'est ici. J'exécute le code souligné. Automatiquement, la couleur, les barres ont été remplies par la couleur jaune. Vous voyez? D'accord? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez en fait, la variable considérée prix est résumée à partir de ces barres. Vous voyez par exemple cette barre. D'accord? Comme tout à l'heure, en fait, je vous ai dit que ce sont les intervalles. Certes, vous ne voyez pas les valeurs, mais il faut comprendre une chose. Ces barres-là, je peux en fait diminuer le nombre de barres qui résume en fait cette variable price. Là, il faut utiliser un argument. Un autre argument qui s'appelle beans. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je peux résumer cette variable à partir de quelques barres. Je peux spécifier par exemple 5 barres. Je vais vous le montrer comment faire ça. Je vais en fait rester toujours dans la fonction géométrique histogramme. Ok. Là, je vais mettre une virgule juste derrière fill couleur, c'est-à-dire juste après l'argument précédent. J'ajoute un autre argument, beans. Beans égale, je donne en fait le nombre de barres que je vais, en fait, qui vont résumer cette variable. Je prends par exemple 5. Parce qu'il y a plusieurs barres ici, ça rend un peu difficile l'interprétation de l'information qui se cache dans cet histogramme. On peut résumer le nombre de barres à 5 tout simplement. J'exécute encore à nouveau. J'exécute. Vous voyez maintenant, l'histogramme maintenant est constitué de combien de barres? 5 barres.
Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus facile à voir clairement. Vous voyez que le prix qui se situe entre, je pense le prix minimum, je peux l'avoir déjà ici pour vous montrer, minimum. Minimum, pour avoir le minimum de la variable, il suffit d'utiliser la fonction min et à l'intérieur, je vais utiliser la base de données Diamond. Pour accéder à une variable spécifique de cette base de données Diamond, j'utilise $, je cherche le nom, le prix, et le minimum c'est 326. Alors, donc cette barre commence à partir de 326 et se termine à partir d'une autre valeur. C'est pour vous dire que en fait, c'est juste des intervalles et à l'intérieur de cet intervalle, nous allons compter combien de prix, presque, je pense, au-delà de 20 000 prix. Voilà, presque dans les 25 000 prix, je pense. Alors, l'idée, c'est ça, en fait. Ces hauteurs représentent tout simplement le nombre de valeurs ou bien le nombre d'observations qui se trouvent dans cet intervalle. Et vous voyez que les barres ont la même largeur. Ce que je vais vous mettre en évidence, c'est par rapport à une distribution normale, comment pouvoir savoir si une variable suit la normale. Nous allons voir l'importance de cette distribution très bientôt parce qu'il y a beaucoup de sciences qui vont venir. Nous allons commencer à faire usage de beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Une des propriétés fondamentales de la distribution normale, c'est que la moyenne, la moyenne et la médiane sont égales. Si une variable suit la normale, on s'attend que la médiane et la moyenne soient la même. En fait, je peux, à partir de cet histogramme, chercher la médiane, la position, et je vais mettre une barre verticale qui va me diriger la valeur de la médiane, et je peux même ajouter un texte qui va me dire que voilà là où se trouve la médiane dans ce diagramme, et là où se trouve la moyenne, de telle sorte qu'on peut facilement et de façon visuelle faire une comparaison, voir se trouve la médiane ou se trouve la moyenne. Ça, je vais vous le montrer comment faire ça. Mais avant de le faire, je vais vous montrer comment ajouter un titre à votre histogramme. C'est très facile. Là, je vais agrandir tout ça. Je vais l'agrandir. Je vais arriver à la fin du code. Pour ajouter un titre, il faut que vous utilisez un autre bloc. Et pour ajouter un nouveau bloc, on utilise le symbole ici, plus. On est en train d'ajouter un autre bloc qui va me permettre d'insérer un titre à mon graphe. Une fois que vous ajoutez plus, vous pouvez revenir à la ligne sans problème. Revenir à la ligne. Je reviens complètement au début. Du moment où vous avez ajouté plus, ce n'est pas un problème. Vous pouvez revenir à la ligne pour continuer. Donc, j'utilise la fonction labs. Pardon, labs. À l'intérieur de cette fonction, je vais utiliser un argument qui s'appelle title. Title égale. Et entre griffes, je donne le titre. Je vais dire histogramme de la variable histogramme du prix, si vous voulez. Pour faire simple. Je souligne tous les codes et j'exécute le code. Alors, automatiquement, le titre a été ajouté. Je peux ajouter un sous-titre. Pour ajouter un sous-titre, on utilise l'argument subtitle. Donc, vous mettez virgule et puis vous écrivez subtitle. Subtitle. Entre griffes, je vais donner le sous-titre. Je vais écrire sous-titre. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Pas de problème. J'exécute le code. Le sous-titre a été ajouté. Vous pouvez ajouter caption. C'est pas un problème. Pour ajouter caption, vous allez être toujours au niveau de la fonction labs. J'ajoute un autre argument qui s'appelle caption, c'est-à-dire une note en bas du graphe. Et je vais noter tout simplement ici hauteur. Entre griffes, bien sûr. J'exécute le code encore une fois. Vous allez voir tout de suite une note qui a été ajoutée ici, hauteur. Vous pouvez mettre remarque, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On utilise un autre, on va ajouter un autre bloc. Il faut utiliser plus pour ajouter un autre bloc. Je peux revenir à la ligne pour ajouter le bloc qui va me permettre de changer le thème. Donc, je vais utiliser tout simplement thème. Dès que je commence à écrire thème, on va me proposer un certain nombre de thèmes qui existent déjà. OK? Ça, ce sont des thèmes. Je peux utiliser, par exemple, thème, line draw, il n'y a pas de souci. Entre parenthèses, vous n'allez rien mettre, c'est juste pour montrer qu'il s'agit d'une fonction. Donc, il faut ouvrir une parenthèse et fermer ça. Et là, en fait, on va ajouter le thème là. C'est un thème spécifique. Je reviens, je souligne le code. Souligner le code. Pardon. J'exécute. Le fond a été,
le fond a été changé. Bon, vous pouvez changer encore le thème. Choisir un autre thème. Il y a plusieurs thèmes. Classique, dark, get, gris, light, minimal. Il y a plusieurs thèmes qui existent. Vous allez choisir. Je vais vous montrer très bientôt un autre package qui contient des thèmes plus intéressants. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ça. C'est pas très prochainement, je vais vous parler de ça. Thème classique. J'exécute pour vous montrer ce thème. Je vais thème run. Vous voyez, l'arrière-plan a été changé. Comment ajouter une barre qui va indiquer là où se trouve la médiane? Pour ajouter une barre verticale qui va nous illustrer la position médiane au niveau de l'histogramme, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle géométrie underscore, c'est-à-dire sous-tiré vertical line. Cette fonction va nous permettre d'insérer en fait une barre qui va nous illustrer la position où se trouve la médiane. Je vais utiliser le premier argument. L'argument que nous allons utiliser ici, c'est x-intercept. D'accord? X-intercept, ça va tout simplement, nous allons donner la valeur voilà, de la médiane, bien évidemment. De cette façon, nous allons ajouter une droite verticale qui va nous trouver la position de cette valeur. Et là, il faut que nous cherchions donc, la valeur de la médiane. Pour faire ça, je vais venir au niveau du console. J'utilise en fait, si vous voulez, la fonction médiane. Médiane, entre parenthèses, en fait, ça, c'est une fonction qui me permet de calculer la médiane de cette variable. Vous donnez la variable, et là, pour pouvoir avoir la variable, il faut utiliser la base de données Diamond. Diamond S. Ça, c'est la base de données. Pour accéder à la variable prix qui se trouve dans cette base de données, vous utilisez le symbole $. Et là, vous allez spécifier la variable price. Alors, si vous donnez le nom de la variable prix, là, vous allez accéder à la variable considérée qui est ici le prix, qui se trouve dans la base de données Diamond. Si j'exécute, vous allez trouver que la valeur c'est 2401. Là, en fait, vous allez donner directement, tout simplement, la valeur 2400. Alors, je peux exécuter tous les codes pour vous montrer. Je souligne tous les codes, je l'exécute. Et vous allez remarquer qu'une barre a été ajoutée. Certes, vous ne voyez pas, c'est une barre ici qui a été ajoutée. Donc, dans un premier temps, je vais changer la couleur. Donc, j'utilise l'argument virgule. Une fois que j'ai fixé la valeur, ça c'est la valeur médiane, je vais donner tout simplement le deuxième argument ici, color, la couleur. Là, entre glyphes, je vais donner la couleur que je veux. Vous choisissez une couleur, la couleur rouge si vous voulez, red en anglais. Une fois que vous donnez la couleur, je peux exécuter le code pour vous montrer. Run. Vous allez voir que la couleur ici, on a changé la couleur, c'est une couleur rouge, mais la barre n'est pas visible. Je vais ajouter un argument qui va me permettre d'augmenter la taille. Je vais utiliser l'argument size, donc il faut mettre virgule, size égale. Là où vous spécifiez une valeur, je prends comme valeur ici 3 par exemple, pour vous montrer. J'exécute le code. Lorsque j'exécute le code, vous avez en fait une barre, c'est la position de la valeur médiane. D'accord? Je peux diminuer la taille étant donné que la largeur est ici, c'est un peu plus grande. Je peux changer ça, la valeur, je peux l'amener à 2 parce que je trouve que 3 c'est assez grand. Donc je diminue la largeur et là j'exécute encore une fois. Vous allez voir maintenant la barre c'est ici. Donc ça c'est la position de la médiane. OK? Je peux maintenant ajouter un texte qui va illustrer ici en fait la valeur de la médiane. Donc comment ajouter un texte? Je vais utiliser une autre fonction. D'accord? Donc vous allez utiliser un autre bloc. Donc vous allez ajouter ici un bloc à travers ici le symbole plus. Je reviens à la ligne sans problème. Maintenant la fonction que je vais utiliser s'appelle annotate. Annotate.
Dès que je commence à l'écrire, ça va s'afficher. En fait, ça se trouve dans ce package toujours ggplot2. C'est une fonction qui se trouve au niveau du paquet ggplot2. J'utilise cette fonction. En fait, ce que cette fonction va vous demander, il va vous demander d'abord de préciser un argument important qui est le type. Qu'est-ce que vous voulez afficher dans ce graphe? Nous voulons afficher un texte qui va nous donner en fait tout simplement la valeur de la médiane. Nous allons dire que la médiane est égale à telle valeur. C'est tout ce qu'on veut. Donc le type c'est un texte. Donc on va utiliser l'argument geom égale. C'est l'argument et on dit qu'il s'agit d'un texte. Donc c'est ce que vous avez besoin de faire dans un premier temps. Donc le type que nous voulons afficher c'est un type texte. Après vous allez ajouter un autre argument, virgule. Il faut préciser la position de la valeur x. C'est-à-dire vous allez chercher un point au niveau de ce graphe où vous allez représenter ce texte. Donc je vais par exemple afficher le texte à partir de la valeur au niveau de la position x égale à 5000 et une valeur de 20 000 concernant l'axe des ordonnées. Et là, donc, je vais trouver le texte qui va s'afficher juste ici. Pour le faire, je vais donner la valeur de x. Je vais la positionner au niveau de x égale à 5000 et y égale à, donc il faut mettre virgule parce que ce sont des arguments. Je mets donc le premier argument, c'est x égale à 5000. Le deuxième argument, c'est y égale à 20 000. D'accord? Comme ça, le texte va s'afficher juste en haut, ici, à la position x égale à 5000 et y égale à 20 000. 20 000, je pense, c'est ça, 20 000, donc j'ajoute un autre 0, 20 000. Un autre argument, virgule. Donc l'argument que je vais ajouter ici, c'est le texte même en question. Ok. Donc là, je vais utiliser un argument qui s'appelle label. Je pense que c'est label, je crois. Si vous voulez avoir les arguments nécessaires concernant cette fonction, étant donné que j'ai oublié, donc c'est pas compliqué, vous allez utiliser en fait help. Vous allez chercher help. Donc, et vous allez utiliser le point d'interrogation et vous utilisez la fonction pour laquelle vous voulez avoir de l'aide. Donc, la fonction c'est annotate. J'exécute. Au niveau de help, on me donne les détails, les arguments qu'il faut ajouter. Parmi les arguments concernant annotate, vous avez x, j'ai commencé déjà à préciser. Geom, j'ai précisé l'argument. Ok. Il y a un argument important pour pouvoir afficher le texte. Je vais descendre pour vous donner un exemple. Voici un exemple. C'est ce qui est intéressant au niveau de R. C'est-à-dire qu'il y a de l'aide et vous avez des exemples concrets. Par exemple, prenons l'exemple qui se trouve juste ici. Annotate, vous avez vu ici texte. Ça, c'est le type qui a été. Ici, c'est la position de X, la position de Y. Et là, label. Voilà, on utilise label comme étant l'argument dont j'ai oublié tout à l'heure. Donc, je vais l'ajouter. Donc, l'argument que j'ai besoin, c'est label. C'est label égale. C'est là, en fait, je vais donner le texte qui va s'afficher au niveau de cette position X égale à 5000 et Y égale à 20 000. C'est entre griffes que vous allez donner le texte. Le texte, c'est médiane. Je vais dire donc la médiane égale, donc c'est un texte qui va s'afficher, donc vous pouvez utiliser deux points ou bien égal ici 2401. Je pense que c'est ça que nous avons trouvé, c'est 2401. Voilà, donc j'ai ajouté des arguments nécessaires concernant la fonction annotate qui va m'ajouter le texte considéré, le texte c'est médiane, il se trouve à ce niveau. À quelle position? À la position de x égale à 5000, y égale à 20 000. Si je reviens au niveau du plot, je vais vous montrer là où va s'afficher le texte. Le texte doit s'afficher à la position 5000 concernant x et la position 20 000 concernant l'axe des ordonnées. Donc ça va s'afficher juste ici. Je vais exécuter le code pour vous le montrer. J'exécute tout le code. Pardon. J'exécute run. Le texte vient d'être ajouté. Médiane égale 2401. C'est cette barre-là qui représente la médiane. Donc, on est en train de dire que la valeur médiane, c'est juste ici. Et nous avons précisé la valeur à travers ce texte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On peut également ajouter une autre barre qui va illustrer la position de la moyenne. D'accord? Le prix moyen. Pour faire ça, c'est toujours une question d'ajout de blocs. Donc, on ajoute un autre bloc. Donc, on utilise plus. Je peux revenir à la ligne. Toujours la fonction qui sera utilisée, c'est Geometry Vertical Line. D'accord?
Sauf qu'on va changer les valeurs des arguments. On va préciser qu'il s'agit de la moyenne cette fois-ci. On va donner la valeur de la moyenne. Donc, on va utiliser toujours cette fonction. Donc, on va ajouter donc plus. Je l'ai fait ici, plus. Maintenant, le bloc que je vais ajouter ici, c'est Geometric Vertical Line. Encore une fois, c'est toujours la même fonction, mais je vais ajouter une autre barre, okay, dans une autre position. Et là, donc, qu'est-ce que je vais donner comme argument? C'est toujours x-intercept, c'est-à-dire la valeur de x. La valeur de x au niveau duquel on va, en fait, positionner la barre, c'est-à-dire la valeur, mais la valeur de la moyenne, en fait, ici. La moyenne du prix, on va donner la valeur du prix moyen. Pour avoir le prix moyen, c'est facile, on utilise la fonction min. Min de quoi? De la variable prix. Pour accéder au niveau de la variable prix, on utilise la base de données diamond et on utilise le symbole $. Et là, vous donnez le prix, le nom de la variable. Donc, on est en train d'accéder à la variable prix de cette façon et j'exécute. On va trouver le prix moyen. Le prix moyen, c'est cette valeur-là. OK? Donc, il faut copier. Vous faites faire clic droit, copie. Vous avez pris la valeur, vous l'ajoutez ici au niveau de la valeur x-intercept. Donc, j'ai fini. Je peux exécuter le code et vous allez voir que cette barre sera verticale. Cette barre verticale sera ajoutée si j'exécute le code. Run. Vous avez vu maintenant, voilà la valeur, la position de la moyenne. OK? Je vais changer, si vous voulez, la couleur de cette barre. Je vais donner comme couleur bleue. Et après, je vais ajouter un autre texte qui se trouve au niveau de cette position. Je vais le faire. Pour l'instant, on va changer d'abord ici, si vous voulez, la couleur de la barre. Donc là, je vais utiliser color égale. J'ajoute entre griffes le nom de la couleur bleue. Je vais utiliser ici la couleur bleue. Après, je vais changer la taille, si vous voulez, la largeur. J'utilise l'argument size. Size égale, je vais donner comme argument size ici 2. Donc, vous pouvez changer pour voir la taille qui vous convient. J'exécute tous les codes. Pardon. Là, j'exécute run. Vous voyez maintenant, ça c'est la position de la valeur moyenne pour la variable prix. Là, je vais ajouter un autre texte. Je vais ajouter donc un autre bloc qui va me permettre d'ajouter ce texte. Donc, je reviens à la fin. Je suis toujours en train d'ajouter des blocs pour ajouter des éléments dans mon graphe. J'ajoute un autre bloc, donc à travers le symbole plus. Je reviens à la ligne. J'utilise la fonction annotate encore une fois. D'accord? Et là, comme tout à l'heure, vous avez besoin de donner le type que voilà, vous allez utiliser cet argument, geom, pour dire qu'il s'agit d'un texte que vous voulez afficher. Donc, j'utilise texte entre griffes pour dire qu'il s'agit d'un texte que vous voulez afficher. Vous donnez les valeurs de x et y, c'est-à-dire vous allez chercher le point au niveau duquel vous allez afficher le texte. Je vais afficher le texte à partir à partir de x égale à 5000 et y égale à 30 000 par exemple. On va voir, peut-être le texte va s'afficher juste ici. Donc, le texte va s'afficher juste ici. Nous voulons l'afficher juste ici. D'accord? Là, je vais dire donc qu'il s'agit de la moyenne. Donc, il faut donner la valeur x égale à 5000. Ça, c'est un argument. Un autre argument, x égale à combien? Disons 30 000. Si c'est pas bon, on peut modifier les valeurs. Une fois que vous faites ça, vous ajoutez virgule. Maintenant, on doit utiliser l'argument label. Label égale, c'est-à-dire le texte que vous voulez afficher. Cette fois-ci, je vais dire moyenne égale. C'est un texte qui va s'afficher tout à l'heure. Moyenne égale. Mais je dois chercher la moyenne déjà. La moyenne du prix, c'est ça. On l'a déjà calculé. Je peux copier ça. Clic droit, copie. L'ajouter juste ici. Je peux voir que la fin de mon code, c'est ici. Donc, c'est fermé, la parenthèse ici. Concernant la fonction annotate, je peux souligner les codes, tous les codes, et je l'exécute pour ajouter ce texte-là. Run. Vous avez vu maintenant la moyenne ici, la position ici. Vous voyez que moyenne égale à ça.
Mais je peux déplacer encore une fois pour que ça soit pas caché. Bon, je peux changer la valeur de x parce que si je change la valeur de x, ça va. Par exemple, disons 7000 au lieu de 5000. Vous pouvez en fait modifier ces valeurs pour voir ce que vous voulez, en fait, pour voir les valeurs qui vous conviennent. J'exécute. Vous allez voir le texte se déplace. C'est encore caché. Je peux le déplacer pour ajouter par exemple, disons 7500. Donc, je souligne le code et je l'exécute. Je suis en train de modifier juste les valeurs. Et vous voyez maintenant la moyenne, c'est visible juste à côté de la barre bleue qui illustre la valeur ici. La valeur de 3932, c'est exactement juste ici. Et la médiane aussi, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez le déplacer, l'amener juste ici. Vous voyez ce graphe est maintenant prêt. Vous pouvez l'exporter. Et déjà, on peut faire une comparaison. On voit que la médiane et la moyenne, on voit que les deux valeurs sont différentes. Déjà, ça soulève l'idée que le prix ici manque une propriété fondamentale de la distribution normale. Donc déjà, on peut commencer déjà à soupçonner que la variable prix n'est pas normale. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pas une distribution normale. C'est une distribution asymétrique. Parce que normalement, lorsque la distribution d'une variable est symétrique, on a déjà une première idée d'une distribution normale. Parce que la distribution normale, on va le voir, c'est une distribution qui est symétrique. On va voir que à gauche de la médiane, on a 50% des valeurs et à droite de la médiane, on a 50% des valeurs. Et c'est pas ce qui est le cas ici. Pour exporter ce graphe, c'est facile. Vous allez voir ici en haut du graphe Export. Si vous déroulez ici cette option Export, vous avez la possibilité d'exporter ce graphe. Vous pouvez l'avoir format image ou bien format PDF. Si je clique sur Save as PDF, en fait, je suis en train d'exporter là le fichier sous format PDF. Vous pouvez fixer là où le PDF va être enregistré, voilà, par défaut, au niveau de votre PC. Là, vous allez cliquer sur Directory et là, automatiquement, je serai dirigé vers un dossier par défaut. Donc, je peux l'enregistrer là-bas. Sinon, vous pouvez spécifier un dossier au niveau de votre PC et une fois vous faites ça, vous cliquez sur Open. Je vais le faire. Moi, je vais changer de dossier. Je vais enregistrer ça au niveau des documents, tout simplement. Donc, je vais enregistrer ce graphe au niveau de mon dossier document. Je clique Open. Et en ce moment, si je clique Save, vous allez voir que cette image, ce PDF sera enregistré dans mon dossier document. Je clique Save. Mais avant de faire Save, vous pouvez changer la taille, size, je pense, device size A4. On peut, par exemple, dire que on veut un format A4, ça n'a pas de problème. Vous allez cliquer Save. Vous pouvez également avoir, en fait, vous pouvez exporter sous format image. Donc, vous allez cliquer sur toujours Export. Vous allez choisir Save as Image. Si je clique là-bas, vous allez préciser toujours l'emplacement, là où vous voulez exporter voilà, votre image. Vous allez cliquer sur Directory pour spécifier un dossier. Directory. Voilà, je vais exporter ça dans un dossier qui s'appelle Document. OK. Le dossier s'appelle Document. Donc, je clique sur le dossier et ça, le nom va s'afficher. Je clique Open. Maintenant, lorsque j'exporte cette image, ça va être dans ce dossier-là. Avant d'exporter, vous pouvez changer, si vous voulez, la largeur et vous pouvez changer aussi la hauteur. C'est à vous de voir. Vous pouvez changer les valeurs pour voir vous-même. D'accord. Vous avez PNG. On peut changer ça. On peut aussi choisir JPEG. On peut avoir d'autres formats, SVG, EPS. C'est à vous de voir. Moi, je vais l'enregistrer sous format PNG. Je clique sur OK. On peut cliquer ici sur cette option View Plot as Saving. C'est-à-dire, lorsque vous allez l'enregistrer, aussitôt que vous allez finir d'enregistrer ce graphe, vous pouvez voir directement l'image s'ouvrir. Donc, si je clique Save, vous voyez l'image, ça s'est ouvert automatiquement. Vous voyez, c'est très beau. En tout cas, nous allons améliorer au fur et à mesure. Nous sommes en train de stabiliser les bases. J'aimerais que vous puissiez vous-même vous entraîner encore une fois pour que l'on puisse avancer vers des choses intéressantes. Là, il faut que vous puissiez maîtriser les bases.
Très prochainement, nous allons continuer. On va utiliser un autre diagramme qu'on appelle boxplot. On va voir quelle est l'importance d'utilisation de boxplot. Donc, on va s'arrêter pour l'instant ici. C'est tout pour cette séance. On se voit la séance prochaine.